précaution, on va même pouvoir dire on ouvre les parapluies, qui est en cours, qui est en train de se faire. Enfin, bref, tout ça pour dire que c'est un travail qu'on a débuté juste il y a quelques mois sur la biographie, justement dans le cadre de la chaire de recherche ingénieur-ingénieux. Et donc, comme je vous l'ai expliqué ce matin, il y a différents volets dans cette chaire. Donc, il y avait l'organisation de workshops pour regarder un petit peu et confronter, on va dire, des problématiques d'innovation à partir d'innovateurs. Et nous, on s'est dit qu'on allait travailler, et donc c'est pour ça qu'on le découvre, on l'a découvert il y a quelques temps, et on a encore plein de choses à découvrir sur cet auteur, Gutenberg, et l'histoire de l'imprimerie. Alors, comment on est entré dans je dirais, dans notre travail? Pierre disait que lui, il avait travaillé à partir de deuxième main. Nous, c'est presque de la troisième main. Enfin, je pense qu'on peut appeler ça de la troisième main, hein, puisque en fait, on n'a pas du tout travaillé sur les documents, on va dire, originaux. Parce que d'une part, on n'avait pas le temps, certains ne sont pas en français et donc on ne maîtrisait pas. Et on est parti des biographies qui sont dédiées à Gutenberg. Et alors là, c'est presque bien, parce que du coup, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas une biographie de Gutenberg, il y a des biographies de Gutenberg, sauf que quand il y en a trop, ça devient problématique. Parce que de fait, on s'est aperçu que les biographies sont bel et bien des récits, hein, et qu'on a des récits qui sont très hagiographiques, avec Gutenberg mis en scène, le héros qui vient ouvrir les esprits. Inversement, on a beaucoup de biographies qui vont être un peu à charge. Et puis on a des biographies sur lesquelles, notamment celles qui sont un peu à charge, on va avoir plein de polémiques, plein de controverses. Et notamment les controverses, elles vont être à la fois sur la paternité de l'imprimerie. Et là on peut presque, je dirais, identifier trois moments. Un premier moment où la paternité de l'imprimerie, c'est Gutenberg, c'est pas contesté. Ensuite, on va arriver à un moment où on va voir apparaître un triumvirat, c'est-à-dire qu'on a Gutenberg, Faust et Schoeffer, qui sont trois individus qu'on retrouve très fréquemment. Et puis ensuite, un dernier moment où on va avoir une controverse en se disant mais l'imprimerie, c'est même pas Gutenberg ni ce triumvirat, c'est Coster, qui serait un Hollandais. Et donc du coup, effectivement, selon les mêmes matériaux utilisés par les individus, on leur fait dire un petit peu ce qu'on veut. Deuxième série de controverses, qui sont d'ailleurs étroitement liées à ces premières controverses et qu'on repère dans ces biographies, elles concernent, on va dire, la nationalité de l'invention. Et donc là aussi, certains auteurs s'étripent, entre guillemets, politiquement à travers les biographies sur l'imprimerie c'est français, non l'imprimerie c'est allemand, non l'imprimerie ça vient des Pays-Bas. Donc du coup, c'est vrai que quand on a commencé à défricher tout ça, on s'est dit waouh, qu'est-ce qu'on va faire à partir de ça, sachant que notre idée c'était surtout pas de faire une biographie avec et contribuer une fois de plus à ces controverses. Premièrement parce qu'on se disait faire la biographie de Gutenberg, on n'en avait pas forcément les compétences et surtout pas le temps pour le faire. Ensuite, participer à ces controverses, c'est pas forcément ce qui nous intéressait. Donc du coup, nous, on s'est servi de ces biographies pour essayer de comprendre en fait et de repérer à travers ces biographies le processus d'innovation. C'est-à-dire qu'indépendamment de la figure, même si on part des biographies de Gutenberg, on ne cherche pas à le mettre en scène, Gutenberg, on cherche plutôt à comprendre finalement tout ce qui existait et comment ça s'est passé. Donc ça veut dire qu'on a aussi un parti pris méthodologique derrière, ça veut dire qu'on adopte la posture artificialiste, c'est-à-dire qu'on considère qu'une invention, une innovation comme l'imprimerie, il n'y a pas une métaphysique de l'imprimerie, il y a forcément derrière des actions humaines, des décisions, des contextes. Et c'est ce qu'on va essayer de mettre un petit peu en forme, comme Pierre l'a fait à propos de Japy. Donc finalement, nous, le travail qu'on propose, c'est pas une biographie d'un inventeur, ça va être une biographie d'innovation, si j'ose dire, puisqu'effectivement, on va se concentrer sur le processus de la genèse. Alors donc, on va, pour présenter ça, procéder en 3 temps. Dans un premier temps, revenir sur le contexte, parce qu'effectivement, si on ne comprend pas le contexte, on va louper des choses. Dans un deuxième temps, on va essayer de marquer tous les besoins qui peuvent expliquer pourquoi, à un moment donné, il y a cette cristallisation à plusieurs endroits sur ce besoin de faire quelque chose qui va être l'imprimerie telle qu'on la connaît. Et puis, dans un dernier temps, on va essayer de pointer du doigt les éléments de ce processus d'innovation qu'on peut repérer. Et ça nous amènera sur notre conclusion.
Alors, premier élément, donc là on va retrouver un petit peu la démarche qu'on impose à nos élèves, c'est-à-dire que quand on leur parle d'innovation, on leur dit attention, pensez pas l'innovation en dehors d'un contexte, il faut véritablement comprendre dans quel environnement ça se situe pour arriver à comprendre les choix et puis on va dire les directions qui peuvent être prises et celles qui peuvent être laissées. Donc nous on s'est dit, on va respecter effectivement la démarche qu'on impose à nos étudiants et on a essayé de repérer dans les biographies tout ce qui relevait du contexte et puis on va dire essayer d'étoffer un petit peu par rapport à notre connaissance de l'époque. Donc première chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que quand même le développement de l'imprimerie, il est concomitant du développement du capitalisme marchand, qui est à pas confondre avec l'économie de marché, qui elle est bien antérieure. Et capitalisme marchand, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'émergence d'un acteur qu'on va appeler le marchand, qui va constituer d'ailleurs une nouvelle élite de la bourgeoisie, qui va mettre un peu en marge, on va dire, toutes les seigneuries traditionnelles, qui avaient, on va dire, une fonction très forte à l'époque. Et en fait, ce capitalisme marchand, et ce marchand, qu'est-ce qu'il y a d'important? C'est que de fait, ça veut dire qu'on est dans une société où l'accumulation de capital devient un moment clé et une façon qui va être directement liée, on va dire, à des formes de production. Je vais revenir dans quelques instants. Et puis, ça veut dire que c'est aussi le moment où on s'aperçoit de la rupture entre la connaissance de l'offre et de la demande, puisque seul le marchand connaît les prix des deux extrémités, alors qu'avant, tout est connu et tout est transparent. Donc, c'est les premiers temps de ce développement du capitalisme marchand. Deuxième élément, c'est un moment où la production de masse apparaît, on va dire, contemporain. C'est-à-dire que, quels que soient les secteurs d'activité, on s'aperçoit qu'il y a un besoin de produire en grand nombre, en plus grande quantité, et donc du coup, ça veut dire qu'on commence à penser différemment la façon de réaliser, la façon de produire, les conditions de production. Et donc, directement lié effectivement à ça, on voit apparaître l'essor des manufactures qui effectivement est lié à un projet qui doit produire en plus grande quantité, mais qui nécessite pour ce faire des capitaux, d'où l'intérêt de cette nouvelle catégorie des marchands de la bourgeoisie, qui vont apporter les capitaux nécessaires pour investir à la fois dans le bâtiment, mais dans les machines, et puis l'achat des matières premières. Donc on a ce premier élément de contexte économique qui est effectivement important dans le développement de l'imprimerie. Deuxième élément, un contexte socio-politique local qui est aussi à considérer, notamment par rapport à Gutenberg. Gutenberg habite Mayence, et en fait, à Mayence, c'est une ville qui est déchirée entre les guildes et les patriciens. Donc Gutenberg appartient à la catégorie des patriciens. Et en fait, la lutte entre ces deux catégories d'acteurs, c'est tout simplement pour le gouvernement de la ville, parce que historiquement, ce sont les patriciens qui dirigent la ville, et petit à petit, les guildes veulent avoir plus de pouvoir en se disant, bah, nous aussi, on veut participer au gouvernement. Alors pourquoi c'est important? Tout simplement parce que comme il y a ce conflit, ça veut dire qu'il y a des moments où les patriciens sont obligés de s'exiler, et donc Gutenberg va s'exiler plusieurs fois, et notamment à Strasbourg, ce qui explique que par moments on trouve les traces, puis ensuite les controverses sur c'est fait à Strasbourg et c'est français, alors que Strasbourg à l'époque est allemand, enfin bref. Donc du coup, ça explique quand même à la fois pourquoi il se retrouve à Strasbourg, et puis surtout, derrière, on le verra tout à l'heure, un réseau d'acteurs qui va être de cette région. Un contexte culturel et éducationnel particulier. À l'époque, effectivement, il y a quand même un gap, un gouffre, je ne sais pas comment il faut appeler ça, entre une petite minorité de sachants et puis à côté de ça, eh bien, on va dire la masse qui est dans l'ignorance. Donc du coup, effectivement, vous voyez Lamartine dans son ouvrage qui dit « Décalage entre les savoirs de l'élite et le peuple laissé dans l'ombre », donc on voit bien ce moment-là clé. Juste quelques chiffres pour vous dire à l'époque, 10 à 15% selon les régions seulement d'individus qui effectivement savent lire et écrire. Donc on voit bien qu'on va passer d'un moment où on a très peu de personnes qui maîtrisent la lecture et qui savent écrire, à un moment où ça va se vulgariser, ça va se démocratiser, et donc derrière ça va générer de nouveaux besoins. Un contexte technique. Alors, on devrait dire des contextes techniques, parce qu'effectivement, il y a tout un ensemble d'éléments, je dirais, qui vont conditionner l'émergence de l'imprimerie. Premièrement, il y a des technologies d'impression qui existent depuis très longtemps. Les premières technologies d'impression, c'est d'ailleurs sur le textile. Ensuite, on va passer à la xylographie. Alors, ce sont des techniques, on va dire, qui ne sont pas toujours en concurrence, non, qui peuvent être en concurrence, excusez-moi, pardon, qui ne sont pas réparties de façon homogène sur les différents territoires. Et donc là aussi, il y a pas mal de controverses, notamment là-dessus, en se disant, oui, mais en fait, Gutenberg, il a fait que reprendre certaines techniques qui étaient employées en Asie. Alors là, il
il n'y a rien avéré. Il y a beaucoup de suppositions quand on lit les biographies de Gutenberg. Et puis c'est surtout qu'on se rend compte qu'ensuite, quand on cherche à comprendre, on va se dire, oui, le caractère mobile, par exemple, il est déjà utilisé en Chine. Sauf qu'en fait, on n'écrit pas de la même façon et qu'on peut découper les caractères mobiles en Chine parce que l'écriture est plus large, alors qu'on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas des scies qui permettent de faire, je dirais, de couper nos lettres de façon assez fine pour avoir ces caractères mobiles. Donc on peut se dire, oui, ça existe dans certains endroits, et c'est même pas forcément d'ailleurs développé dans ces pays. Donc il y a des contextes, il y a des technologies qui existent, mais ensuite on verra que c'est pas parce qu'elles sont là qu'on en fait quelque chose. Il y a également tout un ensemble de technologies, et notamment autour de Nuremberg. C'est un pôle, enfin, si on parle avec les concepts actuels, je dirais c'est un pôle de la métallurgie et c'est un pôle de métallurgie de précision. Et donc ça c'est aussi important, parce que ça veut dire que sur la région, on sait faire de la métallurgie de précision, on sait faire des moules. Sauf que les moules, ils vont être utilisés ensuite pour faire justement les pièces mobiles de l'alphabet. Donc on voit que là aussi, il y a quelque chose qui existe, qui est préexistant et qui est régionalement, on va dire, pas très éloigné. De même, le développement de l'artillerie à l'époque, c'est l'époque où on a le premier canon en bronze, qui est réalisé au XVe siècle. Et donc là, ça veut dire aussi qu'on travaille sur des nouveaux alliages et qu'on a développé des connaissances sur des alliages. Et l'artillerie, de fait, va apporter des connaissances qui, une fois de plus, vont pouvoir être mobilisées et utiles dans le cas de l'imprimerie. Enfin, dernière chose, enfin non pas dernière chose, il y en a encore d'autres, production de papier. À l'époque, il faut savoir que le papier, on sait faire, en fait, c'est très vieux, hein, le papier, il y a différentes technologies aussi de production de papier. Il y a on va dire, deux grandes technologies en termes de production de papier, à la fois le vélin, c'est-à-dire un papier qui est fait à base de peau, comme vous le voyez sur l'illustration, de veau ou de brebis dans certaines régions. Et puis, on commence à avoir de très fortes capacités de production de papier à base de chanvre et notamment de lin, à la fois en Italie, en Espagne et en France aussi. Par contre, l'Allemagne, qui est, on va dire, qualifiée quand même comme étant majoritairement la patrie finalement de l'imprimerie, n'a pas une forte production de papier, puisque les premiers ouvrages qui sont réalisés à partir de papier, on voit que ce sont des papiers qui viennent à la fois de France, d'Espagne, etc., puisque chacun a un filigrane qui permet de repérer ça. Donc, ensuite, contexte technique, à l'époque, Gutenberg va aussi utiliser des dispositifs techniques qu'il va observer, qu'il va utiliser, importer, notamment le pressoir à vin. Donc, je vous ai mis une photo de la presse, de Gutenberg, que vous voyez, qu'on peut voir à l'imprimerie, au musée de l'imprimerie à Lyon, et puis une planche de l'encyclopédie sur le principe du mécanisme du pressoir à vin. Et effectivement, on voit bien qu'il y a deux éléments clés qu'on retrouve, puisqu'on va avoir à la fois la platine et la vis sans fin. Et en fait, c'est tout simplement, là, pour le coup, un transfert d'une technologie qui est utilisée, qui vient du pressoir, qu'on va réutiliser au niveau de l'imprimerie. Estampage et reliure, effectivement, là aussi, il y a des connaissances qui sont développées. Et puis l'encre aussi, l'encre c'est pareil, c'est pas quelque chose que Gutenberg a inventé par lui-même. L'encre, ça existe, l'encre de Chine existe. Par contre, là où il va beaucoup travailler, c'est que l'encre qui existe avant, c'est une encre qui est très liquide. Et le problème, c'est que quand on applique la feuille, ça bave, et donc ça va pas. Et donc il va retravailler la texture de l'encre de façon à ce qu'elle soit plus épaisse. Donc tout ça pour dire que comprendre finalement l'émergence de l'innovation de l'imprimerie, c'est quand même regarder un petit peu tout ce qui gravite autour, parce qu'on se rend bien compte que c'est à la fois un contexte socio-culturel, politique aussi, c'est aussi des technologies qui sont là, et on voit bien, comme le disait Jacques Perrin dès 2001 dans son ouvrage, que l'innovation, elle n'émerge pas ex nihilo. Pour autant, il faut quand même se méfier, parce que c'est pas parce qu'on dit il y a tout cet environnement que ça devient une évidence. Parce qu'effectivement, on peut faire un raccourci très rapide en se disant il avait tout ça et en fait, il n'avait aucun génie, il a juste fait une combinaison de ça. Non, en fait, son vrai génie, c'est d'être capable de faire la combinaison de tous ces éléments de connaissance, de toutes ces technologies pour en faire quelque chose. Parce que beaucoup de controverses ont eu lieu, par exemple, sur le papier. Et un des raccourcis, c'est de dire l'imprimerie émerge parce qu'on sait faire du papier. Non, c'est pas vrai. Parce que dans ce cas-là, si l'imprimerie émerge parce qu'on sait faire du papier, alors elle ne serait pas née à Mayence, elle serait née en Italie. Parce que la production de papier, elle est en Italie. Donc on voit bien qu'à travers déjà ce contexte, on voit bien qu'il y a tout un faisceau de connaissances qui vont devoir être mobilisées par une forme d'acteurs et de forme de rationalité. Voilà, donc Joël a présenté un peu comment la naissance de l'imprimerie s'inscrit dans un contexte social et technique, mais c'est aussi intéressant de s'interroger sur les besoins
donc qui à cette époque ont prévalu à l'émergence de cette innovation. Donc à la lecture des biographies, on a repéré qu'il y en avait plusieurs, des besoins. Là, on vous présente les plus saillants, ceux qui apparaissent de façon de plus évidente. Donc qui vont expliquer aussi pourquoi, à ce moment-là, l'imprimerie va pouvoir être créée. Alors le premier besoin qui est identifié à la lecture des biographies, c'est un besoin religieux qui concerne la religion. Alors je vais essayer d'expliquer un peu en sachant que je ne suis pas spécialiste de l'histoire de la religion. Je ressors un autre parapluie, histoire de, voilà, que quand même on ne se fasse pas abattre par ces questions-là. Donc en 1431, en fait, il y a lieu le concile de Bâle. Alors le concile de Bâle, en fait, c'est intéressant parce que c'est un moment qui va symboliser un besoin de renouveau dans l'Église catholique, en même temps qu'une crise. Donc au moment du concile de Bâle, en fait, l'autorité du pape est discutée pour finalement lui être redonnée, lui être réaccordée. Et donc sans rentrer dans les détails, on voit que dans cette période de crise, l'Église catholique, elle va avoir de nouveaux besoins et notamment elle va avoir besoin de réasseoir son autorité et sa légitimité. Et pour ça, en fait, ce qui va émerger aussi, c'est un besoin d'éliminer dans les textes les erreurs et qu'il y ait une production de textes en fait, qui soit imprimée en grande quantité et de façon uniforme. Donc là, on voit bien en fait que ce besoin-là, il va rentrer en relation avec également cette innovation qui va pouvoir produire ça. Et dans un des textes en fait qu'on a pu consulter, dans Gutenberg revisité, on nous dit, donc je lis rapidement, il s'agit aussi, en normalisant les textes canons, de marquer sans ambiguïté les limites au-delà desquelles commence l'hérésie contre laquelle la lutte est engagée. Donc l'Église éprouve donc un besoin de standardisation des textes et qui est exprimé clairement avant même l'invention de Gutenberg. Donc à cet élément aussi de contexte comme ça, enfin de besoin exprimé par l'Église, va se rajouter des traits de caractère de Gutenberg, donc sur lesquels Céline reviendra davantage après. Mais deux points en fait sont importants, c'est que Gutenberg est quand même religieux et il va s'attacher à faire en sorte que son innovation rentre en cohésion avec ses principes. Donc à ce propos, Lamartine exprime bien que Gutenberg est très pieux et que en fait, son innovation, il a pour souhait qu'elle puisse répandre la parole de Dieu au plus grand nombre. Et donc c'est dans cet esprit aussi qu'il va commencer à faire des impressions de lettres d'indulgence papale avant même de s'attaquer à l'impression de la Bible 42. Donc on voit là qu'il a opportunément profité à la fois du besoin de renouveau de l'Église et de cette crise qui est symbolisée par ce concile papal pour proposer donc une technique particulière et qui va répondre à ses besoins. Alors l'autre élément en fait, l'autre élément à prendre en compte, l'autre besoin, en fait, Joël en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est le besoin de culture et d'éducation auquel s'ajoute cette notion de capitalisme marchand. Donc on l'a dit, à cette époque-là se développent des villes et avec elles des universités et on a besoin aussi effectivement de pouvoir éduquer des personnes, quoi. On a besoin donc d'ouvrages de façon plus importante et en fait les ateliers de copistes, les ateliers des moines copistes sont trop peu nombreux, trop peu incertains, c'est-à-dire qu'ils travaillent lentement et parfois les copies ne sont pas très bonnes, elles reproduisent des erreurs et donc il faut éliminer ce genre de problème avec la reproduction des textes. Alors toutefois, un point en fait, qui est à relativiser, qui apparaît dans ces biographies, c'est qu'on a souvent assigné à Gutenberg une volonté de lutter contre l'obscurantisme, mais on voit bien en fait que si on donne des chiffres, 73% des 217 ouvrages recensés à cette période-là, c'est-à-dire de 1450 à 1467, donc après l'invention, il apparaîtrait donc que ces textes-là, en fait, 73% soient religieux. Voilà, on n'est pas du tout dans une lutte vraiment contre... Enfin, là, le raccourci, je me conçois, est un peu rapide, que la religion est forcément de l'obscurantisme, mais en tout cas, c'est un point à nuancer. Voilà. Alors évidemment, seul le contexte et les besoins ne peuvent pas expliquer qu'on puisse avoir une innovation. Ce qui est important aussi, évidemment, c'est qu'il y ait des hommes, qu'il y ait des innovateurs qui savent justement
être opportunistes au point de se servir de ce qui se passe autour d'eux, qu'ils arrivent à observer, comprendre ce qui passe autour d'eux, entendent, observent, utilisent leur savoir-faire et leur savoir et se mettent en réseau pour pouvoir évidemment innover. Alors c'est pour ça en fait que dans le cadre de cette contribution, on a essayé de voir comment justement Gutenberg avait créé des réseaux autour de lui et comment il avait réussi à se servir de cela pour produire à terme cette imprimerie. Et en ce sens, vraiment, le parcours de Gutenberg nous paraît tout à fait caractéristique. Donc, en fait, je dirais qu'il y a deux temps où on voit bien que Gutenberg n'est pas un inventeur isolé, tout seul dans son imprimerie, qui va chercher pour trouver des solutions. Mais il y a vraiment deux moments importants, en fait, avec des réseaux religieux, on en a déjà parlé un petit peu, un réseau technique, et puis un réseau qui touche au commercial et aux marchands. Donc, il y a aussi un point important, en fait, qui est relevé dans les biographies, c'est que dans la famille de Gutenberg, il y avait déjà des stratégies. Tu veux celle-là? Oui, c'est celle-là, pardon. Il y avait déjà des stratégies de mariage, en fait, entre les grandes familles de Mayence. Ils expliquent, en fait, qu'ils cousinent, en fait, entre grandes familles pour asseoir un réseau dans la ville. Donc, on peut dire, en fait, que Gutenberg avait presque ça dans son ADN, hein, l'idée de faire du réseau. Alors, comme l'a dit tout à l'heure Joël, donc Gutenberg, il va quitter Mayence et il va aller s'installer à Strasbourg. Donc là, on va voir un premier réseau qui va se créer. Je reviendrai après sur 2QS que j'ai oublié, mais... il s'installe à Strasbourg parce qu'il est chassé de Mayence et là il va développer une première stratégie. Donc il va s'allier avec Hans Riffe, donc je suis désolée pour mon accent, qui est donc membre fortuné du Patricia aussi également, et avec lui en fait il va créer une collaboration qui va aboutir à une entreprise de fabrication de miroirs. Donc là c'est intéressant, en plus de Hans Riffe, il va s'allier avec Andreas Dritzen. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il va tester aussi la production de masse, puisqu'il doit produire en fait des pièces de miroirs, entre 30 000 à 40 000 pièces de 1437 à 1438, en préparation du pèlerinage à Aix-la-Chapelle. Donc les miroirs, en fait, servaient aux pèlerins à voir de loin les reliques, puisqu'il y avait beaucoup de monde et qu'ils ne pouvaient pas les voir. En fait, ils se trompent d'une année, le pèlerinage a lieu plus tard, mais en tout cas, ils parviennent à produire ces miroirs-là. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est que ce réseau, qu'on pourrait dire un réseau un peu commercial, croise un réseau technique, puisqu'ils sont obligés d'apprendre les techniques pour polir les miroirs, ainsi que les techniques d'alliage pour créer des cadres où seront enchâssés les miroirs, donc, et notamment des alliages d'étain. Alors, les biographes en fait, nous disent qu'à cette période-là aussi, on a retrouvé, il y aurait eu une presse qui aurait été installée chez justement le Dritzen en question, probablement aidée d'une autre personne qui s'appellerait Konrad Saspach, et qu'à ce moment-là, donc, Gutenberg aurait déjà commencé à travailler, 5 minutes, voilà, je me dépêche, sur la presse. Donc je te laisse peut-être... Vas-y, Donc voilà, donc on retrouve une stratégie à peu près identique à Mayence, en fait, où il reproduit ce genre de stratégie de réseau avec Fust, et, donc qui est une grande famille de Mayence, et avec Schoeffer aussi également. Schoeffer qui va beaucoup l'aider, qui est un gendre de Fust, et qui va beaucoup l'aider parce que, en fait... lui-même connaît beaucoup de procédés mécaniques, il a travaillé également à Paris, il sait travailler auprès des manuscrits. Et donc Gutenberg va également bénéficier de ce savoir-faire. Je fais rapidement. Donc en fait aussi on voit avec l'analyse de cette biographie qu'il ne faut pas penser que l'imprimerie, en fait, c'est une innovation linéaire dans un modèle linéaire hiérarchique. On voit bien, en fait, en regardant qu'il y a des processus d'essai et d'erreur, il revient en arrière, il arrête, il ébauche, il rejette, il recommence. Il est interrompu parce que, là, je ne l'ai pas bien expliqué, mais il y a des procès, en fait, à chaque fois avec ses partenaires. Donc, il est aussi également dans l'erreur. Alors,
Rapidement, du coup, ce qui est intéressant dans la biographie, ce qu'on a vu dans les biographies de Gutenberg, c'est de repérer ce qui relevait justement de la rationalité créative dont on a déjà un petit peu parlé depuis ce matin. Et les deux citations là qu'on vous propose le mettent bien en évidence, et notamment l'utilisation de ce que, alors Michel qui est là et Joël qui est là, ont appelé la pensée de la relation. C'est-à-dire que ce qui est intéressant de voir chez Gutenberg, et Joël a donné un bon exemple, c'est cette capacité d'utiliser une technique dans un domaine, la presse chez les vignerons, et de l'importer au service de l'imprimerie. Il a aussi utilisé ses connaissances en matière de polissage, d'orfèvrerie, pour travailler aussi sur les caractères. Donc ça, c'est très important, c'est cette capacité à transférer d'un univers, enfin une technique d'un univers à un autre. Donc ça, c'est une première chose. Donc, ce qu'on a dit aussi, ce qu'il faut bien repérer, c'est cette capacité à combiner des savoirs. Là, on nous parle d'amalgame, de bringing together, c'est ça. C'est cette capacité de combiner et de ne pas rester dans une discipline, de puiser dans d'autres disciplines au service ici d'un besoin qui était celui de produire des écrits religieux sans faute et en masse. Donc là, la pensée de la relation, c'est un premier élément de la rationalité créative. Le deuxième, c'est la pensée de l'aventure. Donc je vais aller un petit peu vite aussi. Vous demanderez aux auteurs, en plus ils sont là, donc je n'ai pas besoin de trop développer. Mais cette idée d'ingéniosité, on l'a vu, il y a des essais, des erreurs. Gutenberg, ce qui ressort dans ses biographies, c'est cette capacité à contourner les obstacles, à trouver des techniques justement dans d'autres domaines, de contourner, de ne pas avoir peur de ces obstacles, de ne pas avoir peur de l'imprévu et d'avoir une grande capacité d'adaptation. C'est ce que explique un petit peu la deuxième citation d'un des biographes qui est Barbier. Donc Capre, qui est un autre des biographes, nous dit justement que c'est quelqu'un qui a été dans un état constant de créativité. Ça va aussi dans ce sens-là. Alors même si on est plutôt sur une biographie de l'innovation et pas de l'innovateur, malgré tout, les biographies de Gutenberg reboucle souvent sur des profils typiques, des profils propices à l'innovation. Un point intéressant à remarquer, c'est que Gutenberg, il a évidemment fait preuve de maîtrise technique, mais il a aussi organisé les ateliers. Il a aussi pensé, il y avait 4 à 6 machines à imprimer dans les ateliers. Il a vraiment pensé l'organisation. Il devait y avoir un encreur, quelqu'un qui s'occupait, qui déposait les feuilles, quelqu'un qui fondait les caractères mobiles, qui les composait, etc., etc. Donc aussi une capacité à organiser le travail qui est intéressante. Il a pensé aussi la méthode d'impression. On imprime sur une machine la page 1 et 4 et puis sur une autre la 2 et 3. Donc aussi un talent, on va dire, d'organisation. Les biographies assez hagiographiques de la fin du 19e de Demerville et Lamartine mettent aussi en évidence le caractère esthète de Gutenberg, qui serait artiste. Alors il y a une citation qui est assez rigolote. Il est intelligent, travailleur, quoique artiste. Donc qui fait dire vraiment que c'est quelqu'un qui était curieux, qui aimait voyager. Alors parfois, il a été contraint de voyager puisqu'il a été contraint à l'exil, mais qu'il se promenait de ville en ville, qu'il rencontrait des gens, qu'il s'intéressait à la nature, aux monuments, ce qui aurait formé son caractère, cette tendance à l'utilisation de la rationalité créative finalement. Quand on regarde aussi plus précisément sa biographie, Marianne et Joël en ont parlé, c'est un homme lettré qui maîtrise les chiffres. Son père était marchand, patricien, mais aussi les lettres. Sa mère savait écrire, donc elle faisait partie des 10 à 15% de lettrés, savait écrire et lire, et elle voulait que son fils en fasse de même. Il était dans une famille qui était peut-être un petit peu métissée dans le sens où, même si c'était une famille patricienne, certains membres de la famille du côté de sa mère appartenaient à des guildes. Ce qui fait que dans sa famille, il a vu des orfèvres. Et à leur contact, il a pu déjà peut-être utiliser, enfin ne pas avoir peur de transférer des connaissances techniques d'un domaine à l'autre, mais il a pu observer des orfèvres en train de polir, en train de tailler des pierres par exemple, ou de fabriquer les pierres précieuses. Donc il était vraisemblablement dans une famille relativement ouverte d'esprit, une famille aussi, point intéressant, qu'il aurait mise dans une école privée
qui accueillait les enfants des guildes et qui justement était un petit peu moderne, entre guillemets, hein, dans le sens où elle enseignait aux enfants les chiffres, mais à l'aide des chiffres arabes, ce qui ne se faisait pas tellement à l'époque. Donc ça, c'est peut-être, alors je mets des peut-être, hein, parce que les biographes eux-mêmes utilisent le peut-être. Donc je le reprends. Peut-être une marque d'une certaine ouverture d'esprit. Et puis, comme l'a dit aussi Marianne, une grande famille bien introduite dans la ville qui permettait aussi d'avoir des stratégies d'observation mais d'alliance. Donc là, je vais aller très vite parce qu'on en a parlé. Donc peut-être des caractéristiques en matière d'audace. Il a osé. Il y avait une tradition d'investissement aussi dans sa famille. Peut-être quelqu'un d'un peu malin. Il a parfois été tenté de garder les choses secrètes, de s'allier avec des financeurs. Il a eu 2 procès à son encontre. Quelqu'un en tout cas qui certainement avait de multiples savoir-faire. Il est esthète, il maîtrise les techniques, il maîtrise les réseaux, etc. Donc je vais pas plus vite, mais en tout cas c'est bien présent dans les biographies. Donc on retombe sur nos pattes et on voit bien finalement que l'intérêt de cette biographie, c'est de nous montrer qu'effectivement il n'y a pas de génie isolé. Ça, on le voit bien. Il s'inscrit vraiment dans un réseau. Que l'innovation, elle ne tombe pas du ciel comme ça, qu'elle ne vient pas de rien. Mais ça nous permet aussi de comprendre un petit peu la figure de l'innovateur, que ça peut être quelqu'un effectivement qui va tâtonner, qui peut avoir de l'audace, et ça renvoie, je ne rentrerai pas dans les détails, à des tas de textes qui justement essayent de comprendre les figures d'innovateurs contemporains, et qui reprennent un petit peu les mêmes caractéristiques que l'on voit justement dans les biographies consacrées à Gutenberg. Et ça nous permet, alors on est rassurés du coup, mais de voir qu'il y a bien une rationalité créative ici, la pensée de la relation, la pensée de l'aventure. Dernière slide. Juste, si vous vous rappelez de ce qu'a expliqué Joël au tout début, si on vous a proposé cette journée-là, c'est aussi pour essayer de voir comment on peut se servir de ce qu'on se raconte aujourd'hui pour alimenter l'enseignement des SHS en école d'ingénieurs. Et il nous semble intéressant de relever que justement le cas de Gutenberg, il a beau dater du XVe siècle, il est peut-être super intéressant pour montrer à nos élèves qu'il y a des choses qui sont récurrentes, pour leur montrer l'approche de la richesse historique, parce qu'ils ont quand même une tendance à dire que tout est toujours tout nouveau. Donc ça pourrait être un très bon exemple. Peut-être de les inciter à observer ce qui se passe autour d'eux. Gutenberg, c'est ce qu'il a fait, donc on peut aussi les encourager à ça. À être attentif à la culture technique, donc à se rendre compte qu'un objet technique, c'est pas une presse, des vis, un cadre, etc., mais c'est aussi l'incarnation de choix politiques, de choix économiques, d'organisation, etc. Donc c'est aussi un bon exemple. Et puis de les encourager aussi à essayer de puiser dans plusieurs disciplines, à les encourager à suivre cette traversée des savoirs. Et puis il y a une dernière chose, mais là je vais pas développer, c'est la question de la puissance du récit. On a eu à lire des récits, on a bien vu que certaines formulations narratives nous encourageaient justement à y voir des mythes. Donc le récit, c'est très intéressant, mais ça peut être un piège parfois. Et en même temps, on voit que la forme narrative, c'est un super cadre aussi pour bien comprendre les choses, pour comprendre quel est l'enchaînement des étapes, quelles sont les parties prenantes. Donc c'est en même temps un super outil pour comprendre le processus d'innovation. Mais ça, on en parlera peut-être plus tard, dans un autre workshop. Merci.